Bonjour à vous et bienvenue dans cette dernière partie du module 1 où nous allons analyser concrètement l'électrocardiogramme. Alors, je vous avais donc déjà présenté ce tableau qui est un tableau très important à retenir qui récapitule en fait comment analyser l'électrocardiogramme. Comme tout examen, comme tout examen paraclinique, il faut déterminer d'abord les critères de validité avant de rentrer dans l'analyse proprement dite. Et ces critères de validité sont de trois types. Les critères en rapport avec le patient, le nom, le prénom, l'âge, le sexe, très important. Les critères en rapport avec la maladie, donc quelle est l'indication, pourquoi est-ce qu'on demande cet électrocardiogramme. Et les critères en rapport avec le tracé, à savoir l'éthanolage, le fait qu'il y ait 12 dérivations et nous compléterons avec les autres. Puis nous entrerons dans l'analyse proprement dite en étudiant le rythme, l'onde P, l'intervalle PR, le complexe QRS, le segment ST, l'onde T et enfin l'intervalle QT. Et c'est la somme de ces différents éléments qui vous permettront de conclure sur votre électrocardiogramme et surtout de ne pas passer à côté du diagnostic. Alors, un peu de vocabulaire électrocardiographique. Je vous ai dit que l'électrocardiogramme, c'est une langue qui s'apprend de manière beaucoup plus simple et en un temps beaucoup plus court que les langues conventionnelles que nous connaissons. Et c'est aussi à titre de rappel, l'onde P, n'est-ce pas? C'est la dépolarisation des oreillettes, d'accord? Le complexe QRS correspond à la dépolarisation des ventricules et est constitué d'un ensemble d'ondes. La première onde négative est ce qu'on appelle l'onde Q. La première déflexion positive ou onde positive, c'est l'onde R. Et l'onde négative qui vient toujours après une onde R sera appelée onde S. Et ensuite, nous avons la repolarisation ventriculaire matérialisée par l'onde T. Alors, ces différentes ondes et déflexions, bien sûr, sont reliées par des segments. Et ces segments, c'est d'abord l'intervalle PR qui part début de l'onde P jusqu'au début du QRS. Je vous fais remarquer que l'intervalle PR est constitué donc de l'onde P et d'un petit segment fin onde P, début QRS qu'on appelle le segment PQ. Voilà. Le deuxième segment à étudier, c'est le début de la repolarisation ventriculaire, représenté par le segment ST, fin du complexe QRS, début de l'onde T. Et enfin, on a l'intervalle QT qui correspond à la systole électrique, en fait, qui associe à la fois la dépolarisation ventriculaire et la repolarisation ventriculaire. Fin de l'onde T, début de l'onde P. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intervalle QT. La ligne isoélectrique est matérialisée par cette ligne-là, donc fin de l'onde T, début de l'onde P. Et c'est cette ligne-là qui va nous servir de référence, notamment quand on parlera de sus ou de sous-décalage, ou même quand on parle d'ondes positives et d'ondes négatives. C'est toujours par rapport à cette ligne isoélectrique. Premièrement, les critères de validité du patient. Donc, on a les critères cliniques, qui sont les critères en rapport avec le malade, nom, prénom, âge, sexe, race, pourquoi pas. Les critères de la maladie, donc le diagnostic et même le traitement. Le traitement peut nous aider, notamment si on a une bradycardie et si on nous précise que c'est un patient qui est sous bêta-bloquant, ça nous permet de nuancer notre conclusion ou bien de comprendre en fait ce qui se passe. Les critères du tracé, comme on l'a dit, donc date et heure d'enregistrement. Normalement, tous les appareils doivent pouvoir afficher cela de manière automatique. L'étalonnage, en fait, qui est une unité de mesure selon laquelle, en fait, en ordonnée, 1 mm correspond à 1 dixième de millivolt. Nous verrons comment il est représenté sur l'ECG. La vitesse de déroulement du tracé doit toujours être précisée et elle est normalement égale à 25 mm par seconde. Et un ECG normal doit toujours avoir 12 dérivations, du moins un ECG à interpréter.
Dès lors que vous avez un ECG qui n'a pas les 12 dérivations, ce n'est pas vraiment un ECG qui remplit tous les critères. Et enfin, les critères mathématiques, nous nous intéresserons seulement à un seul, à savoir l'amplitude du QRS en D2 est normalement égale à la somme de l'amplitude du QRS en D1 plus l'amplitude du QRS en D3. Alors voilà, nous sommes devant un électrocardiogramme. Nous voilà donc dans le cas pratique. Et voilà, cet électrocardiogramme donc doit être précisé le nom du patient, l'âge, le sexe, l'indication, pourquoi est-ce qu'on fait l'électrocardiogramme. D'accord, ce doit être un électrocardiogramme qui précise la date et l'heure de l'enregistrement. Ici, on a la date, on a l'heure. Bon, la date a été masquée ici. Cet électrocardiogramme aussi doit avoir 12 dérivations, comme on peut le voir. D'accord. Un critère aussi à apprécier, c'est que l'électrocardiogramme doit avoir, en V1, on doit avoir un aspect petite onde R et grande onde S. Et en V6, V5, V6, on doit avoir l'inverse. Grande onde R, petite onde S. On l'a compris pourquoi est-ce que la morphologie de l'onde du QRS change tout au long des différentes dérivations en fonction de la position de l'onde, en fait, en fonction de la position de l'électrode qui va capter, n'est-ce pas, l'onde en fonction qu'on se rapproche ou pas de l'axe du cœur. On l'avait expliqué dans les cours précédents. Alors maintenant, nous allons vérifier le critère mathématique. Comment le faire? C'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite. Alors, les critères mathématiques, comme on l'avait dit, D2 doit être égal à D1 plus D3. La méthode est simple. Dans un premier cas, vous allez calculer l'amplitude de D1 du QRS en D1. Ok. Alors, c'est très simple. Vous avez votre QRS ici et vous prenez donc, on a ici une petite onde Q, une onde R et nous avons l'onde S. Donc, l'onde Q est négative, donc ça va être moins 1 mm en fait. L'onde R est positive et fait 7 mm, donc 7 petits carreaux, 7 mm. Et l'onde S est négative, donc ça fait moins 4 mm. Donc, quand on fait la somme de tout cela, on se rend compte que ça s'exprime en dixièmes de millivolts, puisqu'on parle d'amplitude. Donc, quand on fait la somme, on se rend compte que D1, le QRS en D1 fait 2 dixièmes de millivolts. En D3, le QRS, en appliquant la même méthode, fait à peu près 9 dixièmes de millivolts. Et maintenant, à côté, on va calculer l'amplitude aussi de D2. L'amplitude de D2, quand on calcule, on a petit q, grand R, petit s. On a moins 1, plus 12, moins 1, ce qui fait 11 dixièmes de millivolts. Et en effet, le critère est rempli parce que quand on fait l'addition de D1 plus D3, on trouve bien que cela fait D2. Donc, le critère mathématique est aussi validé. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étalonnage et de la vitesse de déroulement du papier qui vous doivent être matérialisés sur votre tracé. Alors, l'étalonnage, c'est ça. C'est ce signe-là qui veut dire, qui est en fait l'unité d'Ashman et qui permet de dire que 10 mm correspond à 1 millivolt. D'accord? C'est pourquoi un petit carreau en ordonnée fait 1 dixième de millivolt. D'autre part, la vitesse de déroulement doit toujours être écrite. Donc ici, on est bel et bien à 25 mm par seconde, qui est la vitesse de déroulement normale. À présent, après avoir donc validé les différents critères du tracé, nous allons rentrer dans l'analyse proprement dite, en commençant donc par le rythme. Est-ce que nous avons un rythme normal, c'est-à-dire un rythme dit sinusal, et quelle en est la régularité? Quelles sont les conditions pour parler de rythme sinusal? Il y en a 3. Premièrement, chaque complexe QRS doit être précédé d'une onde P. Donc, c'est quelque chose qui doit se vérifier facilement, notamment au niveau de la dérivation longue ici. On a QRS précédé de P, QRS précédé de P, QRS précédé de P.
La deuxième condition pour valider si on est face à un rythme sinusal ou pas, c'est de regarder l'onde de P. L'onde de P doit être positive en D2, positive en D3 et positive en AVF, ce qui est validé ici. Elle doit aussi être négative en AVR. Et troisième condition à observer, c'est l'intervalle PR. Donc l'intervalle PR qui, je rappelle, est le début de l'onde de P jusqu'au début du QRS, doit être supérieur ou égal, excusez-moi, à 12 centièmes de seconde. Alors quand on compte ici, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5 petits carreaux. Donc on est en abscisse, on parle de durée. En abscisse, un petit carreau, c'est 4 centièmes de seconde. Donc 5 fois 4 centièmes de seconde, on est à 20 centièmes de seconde. Donc oui, notre intervalle PR ici est largement supérieur à 12 centièmes de seconde. Nous sommes donc bel et bien en face d'un rythme sinusal. Deuxième question, est-ce que ce rythme est régulier? Très simple, on va au niveau de la dérivation longue et on se rassure que les ondes RR sont équidistantes, ce qui est absolument le cas ici. Donc, rythme sinusal régulier. Là maintenant, nous allons faire un peu de pratique. Selon vous, sur laquelle de ces images on a un rythme sinusal? Vous conviendrez avec moi que on ne peut pas valider les trois critères que nous venons de voir. Mais néanmoins, nous allons essayer de voir est-ce que chaque complexe QRS est précédé d'une onde de P. Donc, je vous invite à mettre pause pour réfléchir et après, nous allons donc corriger. Correction. L'onde, au niveau de l'image A, on a donc complexe QRS. On a des complexes QRS, pour ça, il n'y a pas de souci. On peut même dire que ces complexes QRS sont équidistants, dont le rythme est régulier. Mais est-ce que c'est un rythme sinusal? En effet, quand on regarde ce qui précède l'onde, le complexe QRS, on voit en fait des auriculogrammes, on peut appeler ça comme ça. Mais il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Donc là, on ne peut pas parler de rythme sinusal. Deuxième image, l'image C, on a des complexes QRS qui sont d'ailleurs irréguliers puisque les ondes RR, les intervalles RR ne sont pas équidistants. Et surtout, l'onde P est remplacée par une espèce de trémulation de la ligne isoélectrique, une espèce de gribouillis. Et donc là, ce n'est pas du tout un rythme sinusal. Par contre, au niveau de l'image B, en effet, on a un complexe QRS qui est véritablement précédé d'une onde de P. Comment calculer la fréquence cardiaque quand le rythme est régulier? Là aussi, je vous ai dit, il faut savoir observer et compter. Donc très simple, il y a une formule simple à appliquer. Vous avez donc vos ondes S équidistantes ou bien vos ondes R équidistantes, cela revient au même. Et vous allez calculer le nombre de carreaux, soit le nombre de petits carreaux, soit le nombre de grands carreaux. Si on part sur la base des petits carreaux, okay, on va faire 1500 divisé par les petits carreaux. Si ce sont les grands carreaux, on fait 300 divisé par les grands carreaux. Donc les grands carreaux, c'est ça, c'est de là à là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 300 divisé par 5, ça fait 60. Pareil, si ce sont les petits carreaux, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc 1500 divisé par 25 petits carreaux, cela vous donne aussi 60 battements. Maintenant, nous allons parler de l'axe du cœur. L'axe électrique du cœur, en fait, qui est basé notamment sur l'axe du QRS. Les complexes QRS qui vont nous intéresser ici. Il y a plusieurs méthodes et nous allons étudier deux méthodes qui sont simples. Parce que le but ici, c'est d'évaluer est-ce que l'axe est normal ou pas, est-ce qu'il est gauche, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est indéterminé. Donc nous allons étudier donc cette figure qui s'appelle le double triaxe de Bailey et nous baser sur deux dérivations D1 et AVF qui sont donc des dérivations périphériques. Si nous avons D1 positif et AVF positif, l'axe est dit normal. Si on a D1 positif et AVF négatif, l'axe est dit gauche. Si on a AVF positif
D1 négatif, l'axe est dit droit. Et enfin, si on a D1 négatif et AVF qui est aussi négatif, l'axe est dit indéterminé. Donc vous voyez bien que en fait, l'axe du cœur est défini par les dérivations périphériques, comme j'ai dit, qui sont situées à des angles précis. D'accord, donc on a D2 qui est à 60 degrés, AVF qui est à 90 degrés, D3 à 120 degrés, ensuite on a AVR à moins 150 degrés, on a AVL à moins 30 degrés et D1 à 0 degrés. Donc un axe normal est normalement entre 0 et plus 90 degrés. Donc à vous de jouer. On a vu tout de suite que quand on se base sur D1 et AVF et en fonction de leur électropositivité ou négativité, cela nous permet de savoir dans quel cadran est l'axe du cœur. Ici, si on fait la somme de l'amplitude de l'onde du QRS ici, on va trouver une valeur positive. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et pareil ici, à vue d'œil, on peut très bien voir que AVF est fortement positif. Donc, on a D1 positif, AVF positif, l'axe est dit normal. Deuxième méthode, c'est la méthode dite clinique sur le plan frontal. En fait, elle répond à une règle bien précise. L'axe du cœur est perpendiculaire à la dérivation où le QRS est le plus isodiphasique. Qu'est-ce que cela signifie? Isodiphasique, ça veut dire que l'onde R et l'onde S ont la même amplitude. On a R et S qui ont la même. C'est-à-dire que si on a R ici qui est à 5 petits carreaux, S doit être à 5 petits carreaux. Donc on recherche la dérivation où le complexe QRS est le plus isodiphasique. Et à partir de cette dérivation-là, on va définir l'axe en disant que, ok, si là où le complexe, le QRS est le plus isodiphasique, c'est en D1, l'axe du cœur est perpendiculaire à D1. Donc, quand on vient maintenant sur notre hémitriaxe de Bailey, l'axe du cœur perpendiculaire à D1, c'est AVF. Donc, l'axe du cœur est à peu près autour de 90 degrés. Voilà, c'est pas compliqué. L'autre règle de cette même méthode clinique dit que l'axe du cœur se rapproche de la dérivation la plus électropositive. Donc, quand on regarde les dérivations les plus électropositives, on a AVF, on a D3. Mais quand on compare D3 et D2, on a l'impression que l'amplitude de D2 est quand même plus importante que l'amplitude de D3. Donc, on se dit que la dérivation la plus électropositive, c'est D2. Donc, D2, c'est au niveau de D2 que l'axe du cœur se rapproche le plus. Donc, l'axe du cœur doit être à peu près autour de 60 degrés. Et le troisième stipulat de cette règle, c'est de dire que l'axe du cœur est opposé à la dérivation la plus électronégative. Et toujours sur la base des dérivations périphériques. D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF. Donc, la dérivation la plus électronégative, c'est celle-ci. C'est AVR, vous le voyez bien. Donc, l'axe du cœur est opposé à AVR. AVR est ici. Donc, l'opposé de AVR, c'est ici, c'est plus 30 degrés. Donc, dans tous les cas, on tombe dans le cadran de l'axe normal. Donc, d'une manière générale, on peut dire que l'axe du cœur est normal. À présent, nous allons rentrer dans l'analyse des ondes et des segments.